Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, des poids lourds qui se signalent, un champion du monde un peu rouillé et le boxeur le plus populaire de la planète est de retour dans le ring. Et c'est avec bonheur que je retrouve Monsieur Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, un gros samedi dans le monde de la boxe, hein. On pouvait Ouais, quasiment passer la journée à regarder des combats. C'est un peu ce que j'ai fait. Il y avait des combats moi aussi. particulièrement importants chez les poids lourds, notamment. Le clou de la journée, c'était le retour d'Andy Ruiz après plusieurs mois Mmh. d'absence. Il affrontait le vétéran Chris Areola. Mais ce qui nous intéressait dans le cas de Ruiz, c'est de savoir comment il allait réagir après tous ces changements qu'il a effectués après sa défaite contre Anthony Joshua. Il a changé d'entraîneur et maintenant dirigé par Eddie Reynoso, l'entraîneur de Mmh. Canelo Alvarez. Transformation physique assez importante, a perdu beaucoup de poids. Qu'est-ce que tu as pensé de son combat qu'il a remporté par décision unanime des juges? Bah, déjà, ça a été un meilleur combat que ce à quoi je m'attendais, et c'est en partie dû à la performance d'Areola. Mais on a retrouvé le Andy Ruiz qu'on connaissait avant sa défaite contre Anthony Joshua, c'est-à-dire un Andy Ruiz, plus affûté et surtout qui a retrouvé la vitesse de ses mains et qui a retrouvé des déplacements un peu plus rapides que dans le deuxième combat contre Joshua. Par contre, au niveau on voyait les photos, c'était impressionnant la perte de poids sur les photos. J'ai trouvé que dans le ring, c'était un peu moins impressionnant. Ça faisait un peu photo d'Instagram, ça dépend, des arrangements, du filtre, de la lumière et cetera. S'il y en a un des 2 qui était arrivé dans la meilleure forme de sa vie, je trouve que c'est Areola, qui lui est arrivé beaucoup plus léger que d'habitude et beaucoup plus, fin, svelte qu'on avait l'habitude de le voir et ça s'est vu, en début de combat. Il avait aussi un bon plan de match, Areola, et ça a beaucoup dérangé Ruiz qui, à mon avis, était un peu rouillé en début de combat. Il s'est fait pincer solidement au deuxième. Il est allé au tapis, il a mis un genou au sol. Il a été ensuite, ébranlé au troisième round, plusieurs fois, au moins deux fois, peut-être même 3. Il y a notamment qui c'est un crochet de plein fouet, un crochet gauche. Donc, Ruiz a pris un petit peu de temps à se mettre en marche, mais ensuite, quand la machine était lancée, il a fait un petit ajustement après cette chute au tapis et ce troisième round un peu difficile. Il a commencé à descendre au corps et ça a fait une grosse différence. Ça a ralenti Areola et ça lui a aussi posé un peu plus de problèmes parce qu'il ne savait pas à quel niveau les coups allaient arriver. Donc, il était un petit peu plus hésitant. Et ensuite, Ruiz a retrouvé son rythme de croisière et a laissé partir ses mains. Il a rien fait de très, très compliqué, Andy Ruiz. C'était souvent la même combinaison, très classique 1-2-3, jab, direct et crochet gauche. Mais alors avec la vitesse de ses mains et sa précision, et ben, c'était très, très efficace. Donc, on a retrouvé le Andy Ruiz qu'on connaissait et c'est bon signe pour la suite des choses. Le début du combat et cette chute au tapis a fait en sorte que c'était beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais pensé, avant le combat. Écoute, tant mieux pour nous, on a eu un bon spectacle. Je sais qu'Areola était pas très content de la décision et qu'il demande une revanche. Je pense qu'il y a pas matière à revanche parce que c'est pas comme si le knockdown est arrivé en fin de combat et que peut-être Ruiz aurait pu perdre ce combat-là s'il avait duré un ou 2 rounds de plus. Il s'est relevé, il a repris le dessus en dominant le reste du combat, donc je pense que c'est un «bon statement» entre guillemets et qu'il est prêt à passer à la suite des choses. J'aimerais le voir contre, peut-être un Wilder, ça serait pas mal. J'aimerais ce combat-là ou alors, qui sait? Chisora, ça serait pas mal non plus. On a vu sa performance, dans l'autre combat de poids lourd à Chisora ou une revanche contre Joseph Parker. Ça avait été très, très serré le premier combat. C'était pour la ceinture de champion du monde à l'époque et ça avait été une décision partagée en faveur de Parker. C'était en Nouvelle-Zélande, donc peut-être que si le combat se passait aux États-Unis, le résultat, la décision des juges pourrait être différent. Parce qu'on j'ai trouvé qu'on a peut-être été un petit peu sévère avec la prestation d'Andy Ruiz parce qu'il revenait avec c'était quoi? C'était décembre 2019, son dernier combat. Ouais. A effectué plusieurs changements. Tu l'as souvent répété au fil des années. Ça prend quand même un certain laps de temps pour qu'un entraîneur et un boxeur trouvent la façon parfaite de Mmh. travailler ensemble. Et il faut dire aussi qu'il y avait énormément de pression sur les épaules d'Andy Ruiz parce que c'est lui qui était largement favori pour l'emporter. Areola
malgré toutes les qualités qu'on peut lui reconnaître. On sait que c'est un bon boxeur dans cette division-là. Reste qu'il y avait absolument tout à gagner. Il n'y avait rien à perdre, Chris Arreola, parce que tout le monde Mmh. s'attendait pratiquement à ce qu'il se fasse arrêter vers la mi-combat. Et dans le cas de Ruiz, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il est en mesure de se relever là, après ce flash Ouais. knockdown-là. Ça n'a pas été un coup là, qui l'a nécessairement grandement ébranlé, mais il reste qu'il s'est retrouvé à tirer de l'arrière sur les cartes qui, qui est capable là, d'ébranler ses adversaires. On l'avait vu avec Anthony Joshua, mais on a vu hein, ses mains rapides. A construit son combat, je trouve, d'une certaine manière. A construit sa victoire. Oui, et faut pas être sévère parce que quand on revient d'une longue période d'inactivité comme ça, il y a toujours un peu de rouille. On a vu beaucoup, beaucoup de combattants, de boxeurs, qui effectuent leur premier combat après la pandémie, après tout le lockdown et cetera, qui étaient pas tout à fait à l'aise au début et qui ont pris quelques rounds avant de vraiment, être confortables dans le ring. Donc, c'est pas étonnant de voir ce knockdown, bah, c'est pas étonnant, un petit peu quand même parce que Areola est pas forcément le plus gros cogneur, mais c'est normal que Ruiz ait commencé un peu plus lentement que d'habitude. Fallait retrouver ses marques et ensuite quand la machine était lancée, là, c'était une domination totale parce que les derniers rounds étaient tous en faveur d'Andy Ruiz. Même si Areola a montré beaucoup de courage et a été très volontaire, il a continué à essayer. Il s'est en plus blessé à l'épaule, ça l'a clairement pas aidé. Mais je trouve que Ruiz a fait la performance qu'il fallait, et qu'il a montré qu'il avait encore la vitesse de ses mains. C'est son atout numéro un et il ne l'a certainement pas perdu. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne performance pour, Ruiz et chez les poids lourds, tu vas souvent aller au tapis. Si tu prends un coup, qui est bien appliqué, tu vas tomber, mais l'important, c'est de se relever et de reprendre le dessus dans le combat. C'est ce qu'a fait Ruiz. Alors, pour moi, c'est une performance positive de sa part et on peut regarder plus loin. Il revient, à mon avis, à la place où il était avant ce premier combat contre Joshua, une place où il peut aspirer à une ceinture, où il peut aspirer à des grands combats contre les meilleurs de la catégorie. Oui, tout à fait, hein, puis c'était un événement qui était présenté, à la télévision à la carte. C'était pas nécessairement une tête Mmh. d'affiche, à laquelle on est habitué, mais d'un autre côté, il faut trouver des revenus, là. Il y avait quand même des partisans, dans les gradins, mais reste qu'il y en a pas suffisamment encore pour, faire en sorte que ces combats-là soient présentés, par exemple, sur Showtime, qui est le réseau là, associé à PBC. Donc, quand même, a pas trop, on voit là, sa popularité souffert, là, si on veut, de sa défaite contre Joshua. Puis au contraire, j'ai l'impression qu'il va gagner en notoriété. Surtout, on peut entrevoir dans son cas une amélioration du point de vue strictement sportif en raison de l'association avec Eddie Reynoso. On se dit dans le fond que le meilleur est à venir et on a envie de le voir contre les autres poids lourds significatifs présentement, ceux qui comptent parmi les meilleurs, que ce soit Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder. Là. Il y en a plusieurs. On voit à quel point cette division-là est en santé, là, si on veut. Ouais, c'est renouvelé dans les dernières années parce que au milieu des années 2000, c'était une catégorie qui stagnait beaucoup et là, il y a une belle relève. Il y a des champions établis et il y a toute la génération de Rio qui arrive, donc ça va beaucoup bouger chez les poids lourds dans les prochaines années, les 2-3 prochaines années. C'est pas nécessairement, Adrien, un événement qui a marqué par la qualité des combats. Ça a été des affrontements un Ouais, peu à sens unique, là, notamment la portion qui était gratuite sur Fox en début de soirée. ouais, Eris Landy Lara, ça lui a pris le 80 secondes pour devenir champion des poids moyens de la WBA. On avait fait des blagues là, sur son adversaire un peu. ouais. Et on est désolé, mais c'est exactement ce qui est arrivé. C'est un coup un peu bizarre, là, qui semblait pas à pleine puissance, mais surtout, c'est l'endroit du coup. Hein, son adversaire a Ouais, complètement perdu l'équilibre parce qu'il a été frappé directement sur l'oreille. Donc, exact. on n'a pas eu des performances nécessairement enlevantes. Dommage, je regardais Omar Figueroa, un boxeur qu'on a beaucoup aimé il y a peut-être, Ouais. je dirais, 7-8 ans, qui a offert des bons combats, mais là, ce coup-ci, c'est un peu triste à voir. Ouais, il est très usé Figueroa et il a mangé une volée, on va se le dire, il a mangé une vraie raclée. Heureusement qu'il a fini par être arrêté dans son coin parce que c'était un massacre.
Je pense qu'il est temps pour lui de raccrocher les gants parce que avec son style de combat, il a encaissé beaucoup, beaucoup de coups. Il est fatigué, il est usé, donc il a plus grand-chose à gagner non plus. Il va pas remonter dans les classements pour aspirer à une ceinture ou une place au soleil. Donc, je vois pas ce qu'il a à gagner à continuer. Il a pris beaucoup, beaucoup de coups dans ce combat et je pense que ça tire sur la fin pour lui. Et pour Erislandy Lara, ben, on savait, hein, on vous avait prévenu que son adversaire était pas du tout dans la même classe que lui. Par contre, j'ai quand même bien aimé son combat parce que ça montre son intelligence. C'est pas seulement au niveau technique, il était loin devant Lamana, c'était aussi au niveau de l'intelligence du ring, de la préparation des choses. Et c'est dans la préparation de ses attaques que j'ai beaucoup aimé. Il a commencé le combat en envoyant sa gauche en ligne droite, toujours entre les gants, un vrai direct parfait. Il a une technique impeccable, Erislandy Lara. Et son direct du gauche passait toujours entre les gants. Il descend un petit peu sur ses appuis et il envoie ce direct. Il a envoyé 3 ou 4 fois entre les gants et Lamana n'avait pas le choix de réagir. Il ne peut pas se laisser frapper à répétition comme ça par un boxeur comme Erislandy Lara. Donc, quand il a vu la même préparation, Lara qui descend un petit peu sur les appuis et qui va lancer sa gauche, il a sorti les 2 mains pour essayer de bloquer le direct, sauf que Lara avait bien anticipé sa défense et il est passé autour, il a contourné cette défense. Donc ça montre, il a tendu un piège à Lamana et l'Américain est tombé directement dedans. Mais ça montre à quel point il pense, il réfléchit, non seulement pendant le combat, mais même avant, il avait prévu tout ça et ça s'est passé exactement comme il le voulait. Et ça a été un chaos très rapide et quand même spectaculaire. Il est resté longtemps au tapis, Lamana, mais comme tu l'as dit, il s'est pris le coup directement sur l'oreille et ça ne pardonne pas. On l'a évoqué un peu plus tôt, il y avait un autre combat significatif sur la scène des poids lourds qui était présenté Mmh. en Angleterre, à Manchester. Plus précisément, c'est Derek Chisora qui affrontait l'ancien champion de la WBO, Joseph Parker. Ça a été un combat extrêmement serré. Une victoire de Parker par décision partagée des juges. Dans les instants qui ont suivi le verdict, le Chisora était furieux parce qu'il jugeait, lui, qu'il en Mmh. avait fait assez pour l'emporter, un peu mis dans le coin l'entraîneur de Parker, Andy Lee, en disant hey, lui-même, là, il reconnaît que son boxeur ne méritait pas la victoire. Reste que ça a été un combat là, super intéressant, chaudement Mmh. disputé. Chisora, euh, on- c'était sa 11e défaite depuis le début de sa carrière, mais on a vu à quel point ce boxeur-là, c'est un travaillant. Il n'a jamais Mmh. cessé d'arrêter. Il a toujours été courait après Parker pendant tout le combat avait même réussi à l'envoyer au plancher au premier round. On se dit, écoute, est-ce que ça va se terminer de manière super rapide? Et non, Parker, bon, c'est davantage un technicien, là, si on veut. On l'a vu hein, Mmh. pendant son règne de champion du monde et même les autres qu'on a pu voir depuis le début de sa carrière. C'est un boxeur qui s'appuie sur sa technique, qui se déplace bien, que j'ai l'impression qu'il a montré aussi de grandes qualités, même si le résultat est controversé. Je n'irais pas jusqu'à dire de vol. Là, c'était vraiment serré. Ça aurait pas aller d'un Ouais. côté comme de l'autre. Mais j'ai trouvé que Parker a bien réagi aussi. Il aurait pu, disons, se décourager là, après ce qui était survenu au premier round. Et au contraire, j'ai l'impression qu'avec confiance en ses moyens, il savait ce qu'il avait à faire pour étirer le combat. Puis on l'a vu, hein, Chisora a un petit peu là, diminué en régime dans les derniers rounds. Ouais, et ce knockdown qui est arrivé après 10 secondes, ça a surpris tout le monde, mais Parker a un peu comme Andy Ruiz, comme on a dit plus tôt, a bien réagi, s'est relevé et a ensuite, continué dans son plan de match. Il a une bonne technique, il a une très bonne précision dans ses coups. C'est lui qui a fait le travail le plus esthétique, si tu veux, le plus beau à voir. Sauf que j'ai pas trop aimé son manque d'enthousiasme, on va dire. Il en faisait juste assez pour gagner certains rounds. Je pense qu'il aurait avantage à avoir un plus gros volume de coups parce que il a rendu lui-même le combat un peu serré. S'il avait été un peu plus actif, il aurait fait une plus grosse différence dans ces rounds-là et il aurait remporté une décision beaucoup moins controversée. Je trouve quand même que les juges, heu, il y a un truc qui me chicote, c'est qu'il y a eu un knockdown au premier round et il y a 2 juges qui ont donné des cartes de 115-113, une pour Chisora, une pour Parker. Mais 115-113, ça veut dire que tu
as déjugé l'arbitre, tu as pas noté le knockdown. Parce que c'est soit, s'il y a une chute au tapis, c'est soit 115-112, soit 114-113, mais ça peut pas être 115-113. Il y a 2 juges qui ont donné ces cartes-là. Le troisième a noté, lui, le combat 116-111, c'est-à-dire que lui a inscrit cette chute au plancher sur sa carte. Mais par contre, je trouve que son score était un peu trop large par rapport à ce qu'on a vu. Mais il y avait beaucoup de rounds serrés, donc ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Comme tu l'as dit, c'est pas un vol, mais je pense que Chisora méritait un petit peu mieux. Je pense que les juges ont souvent du mal à noter les coups au corps. Ça passe un peu plus inaperçu et Chisora a beaucoup travaillé au corps. C'est ce qui explique aussi le manque de volume du côté de Joseph Parker, parce qu'il s'est fait atteindre souvent au corps. Mais contrairement à Ruiz, c'est une performance qui me laisse sur ma faim, celle de Parker, parce que j'ai trouvé qu'il aurait pu en faire plus. Hem, j'étais un petit peu déçu. Par contre, chez Sora, on savait ce qu'il amenait dans le ring. C'est ce qu'il amène tout le temps dans le ring, c'est une agressivité, une pression de tous les instants. Et encore une fois, il a montré à quel point c'était un guerrier. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que même s'il est fatigué, il continue à avancer, il continue à mettre la pression. On le voyait entre les rounds respirer, mais tellement fort, on l'entendait respirer. Je pense que les spectateurs qui étaient là pouvaient l'entendre aussi respirer depuis les estrades. C'était, heu, c'était vraiment impressionnant cette démonstration de courage de Chisora, et c'est pas tous les jours que tu vois un boxeur avec autant de défaites qui continue à avoir des combats contre des boxeurs de haut profil, et c'est parce qu'il donne à chaque fois un spectacle, il donne toujours, un effort maximum, et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup du côté de Chisora. Moi, je pense qu'il y avait un problème, avec, l'ajustement des micros parce qu'on entendait, c'est comme si on les avait réglés comme s'il y avait une foule partisane qui criait parce qu'on même quand après le combat, il s'est appuyé sur, le câble supérieur, on a tout entendu le son, des matériaux, craquer donc c'était assez impressionnant de les rendre. Aussi, il s'excusait régulièrement auprès de James, Buddy McGirt en disant, «Hey coach, je m'excuse, j'ai pas écouté, ce que tu m'as dit». Tu sais, point de vue, Ouais. statistique, c'est pas, si évident. Tu sais, tu parlais du coup au corps et c'est surtout, au Mmh. chapitre des jabs parce que pour les coups en puissance, le pourcentage d'efficacité est vraiment, similaire. Pour le nombre de coups, lancés aussi, mais c'est vraiment pour les jabs où, Chisora, je pense Mmh. qu'il y a à peu près un 30 d'efficacité, ce qui est quand même assez, remarquable avec ce coup-là parce que généralement, on l'avait vu des boxeurs comme Adonis Stevenson s'en servaient plus pour mesurer la distance et pour faire des Mmh. feintes. C'était rarement pour atteindre ou déstabiliser son adversaire, mais dans le cas de Chisora, les jabs faisaient partie clairement du plan de match. On voulait atteindre l'adversaire Ouais. et construire autour de ce coup-là pour, dans le fond, l'empêcher de se déplacer, hein, parce que c'était un peu le pain et le beurre de Mmh. Joseph Parker de se déplacer. On a vu la quantité de Ouais. coups au corps là, pendant le combat, comme tu l'as évoqué. Et ce jab, c'est un petit peu une nouveauté. C'est pas une arme qui était une des armes principales de Chisora dans le passé. C'est la patte de Buddy McGirt, pardon, qu'on voit là-dessus, qui influence, Chisora, et c'est tant mieux parce que pour un boxeur de pression comme lui, le jab est très important pour réduire la distance, et là, lui, son jab en plus est très lourd, donc il a beaucoup utilisé au corps ce jab. Il a été très efficace avec, et c'est quelque chose d'assez nouveau pour lui. C'est pas un outil, une arme qu'il utilisait de manière régulière auparavant. Donc, même à fin trentaine, il continue à ajouter des petites, des armes à son arsenal, et je pense qu'il y en a beaucoup qui parlaient de retraite dans son cas. Moi, je pense qu'il peut continuer à embêter beaucoup, beaucoup de poids lourds et à nous donner des combats très intéressants encore. Ce combat-là m'a donné envie de revoir, Derek Chisora, plus qu'il m'a donné envie de voir le vainqueur, Joseph Parker. Mais je suis peut-être Ça a un peu été sévère une, avec Parker, mais il a été précis. Il a montré qu'il avait plus de classe dans sa boxe, mais il m'a montré un manque de volonté et de sens du spectacle, si tu veux, et même de sens, en termes d'influencer les juges. S'il avait lancé un petit peu plus de coups, il aurait eu une décision plus large. peut-être un des effets pervers du fait d'avoir une scène, aussi, je dirais florissante chez les poids lourds parce qu'il savait qu'en cas de victoire, ben, son nom est reconsidéré pour, des affrontements au sommet,
très lucratif là, quand Mhm. les spectateurs vont être réadmis dans les enceintes. On peut facilement imaginer des combats d'envergure de poids lourds dans des stades de football. On l'a vu, hein, Joshua s'est battu à plus d'une reprise au Pays de Galles, chaque fois avec 70 000 personnes. On peut Mhm. faire du millage longtemps là, avec cette dynamique-là. Et j'ai l'impression que du côté de Parker, peut-être qu'il a joué trop de prudence en sachant qu'il y avait énormément à gagner au bout de la ligne. Mais dans le cas de Chisora, je suis d'accord avec toi. Les offres vont continuer de pleuvoir tant qu'il va décider de se battre. Tu as évoqué la génération de Rio un peu plus tôt. Là. Un jour, on va vouloir savoir ce qu'ils ont réellement dans le ventre. Puis Chisora, ben, c'est un client idéal parce que si Exact. tu ne travailles pas, si tu n'as pas les habiletés, c'est terminé. Là. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, tu chercher la victoire contre un boxeur comme celui-là. Exact. Il n'y a pas de victoire facile contre un gars comme Chisora. Il va falloir la mériter, la victoire. Et c'est vrai que ça serait un excellent test pour les Ergovic, les Ajakba, les Tony Yoka. Ça serait un très très bon test et un examen de passage, si tu veux, pour voir s'ils sont capables de viser un combat de championnat du monde. Ça a été une sous-carte particulièrement intéressante, pas des combats faciles pour les Ouais. boxeurs en présence. Je note notamment Dimitri Bivol, hein, on connaît le champion des super champion plutôt des poids mi-lourds de la WBA. Lui aussi, c'était un retour dans le ring après plusieurs mois d'absence. Il affrontait un Britannique du nom de Craig Richards. Sur papier, ça semblait être un affrontement assez inégal. Eh bien, ça a été une très courte victoire par décision unanime des juges de Bivol. Je porte à ton attention deux pointages, 115, 114 et 115, 113. Et Bivol, lui, n'a pas cherché trop d'excuses. Il a dit j'étais complètement rouillé, ça n'a pas bien été. Mais bon, plus les rounds avançaient, on a vu. Hein, c'est un boxeur qui ne prend pas de risques. Son combat contre Mhm. Jean Pascal, il y avait possibilité des fois de le terminer. Ben non, il a préféré jouer de prudence. C'est un peu ça aussi ce qui lui coûte des rencontres au sommet parce que on Ouais. sait que ce ne sera pas nécessairement spectaculaire, mais on a vu là, quelques moments, là, son talent est vraiment remonté à la surface. Esquive bien les coups, possède un bon jab, se déplace bien, mais ça va en prendre plus que ça pour que des boxeurs comme, je lance un nom comme ça, Canelo Alvarez s'intéressent. Ouais, et c'est le même problème un petit peu qu'a Demetrius Andrade. C'est que c'est des excellents boxeurs, mais qui ont pas vraiment le sens du spectacle. Et bon, c'est ce qui c'est ça correspond à sa nature, à son caractère. Mais je trouve par contre que les cartes des juges dans ce combat contre Richards étaient beaucoup, beaucoup trop serrées par rapport à ce qu'on a vu sur le ring. Même si c'était pas la meilleure performance de Bivol, loin de là, ça a été une domination. Richards a remporté peut-être 3 rounds, maximum 4, mais ça pouvait pas être aussi serré que les pointages des juges. Il faut dire que c'était un Britannique et que le combat était présenté en Grande-Bretagne. Mais j'ai un peu de mal avec ces cartes-là parce que, à mon avis, Bivol a largement remporté ce combat-là, de l'ordre de 116, 112, 117, 111, quelque chose comme ça. C'est pas le plus spectaculaire parce que sa boxe est très basée sur sa défense. Et c'est pas un gars qui essaye d'aller chercher le KO, d'aller chercher une domination totale dans un round. Lui, ce qu'il veut, c'est juste gagner ses rounds les uns après les autres. Et comme il a une excellente défense, eh ben, il n'a pas besoin d'en faire des tonnes offensivement pour prendre le dessus. Donc, il utilise son jab, qui a été son arme principale dans ce combat, qui est souvent son arme principale. Il y a un excellent jab, tu l'as noté, très rapide, sec, précis. Et ce qu'il utilise le mieux, c'est sa gestion de la distance. C'est son travail, son jeu de pied qui lui permet d'être in and out très, très rapidement. C'est ce qui fait en sorte que ses adversaires lancent peu de coups et l'atteignent très peu souvent parce qu'il est jamais à la même distance. Il est toujours un peu proche, il s'en va, il revient, il s'en va. Et c'est très compliqué de pouvoir poser tes pieds et de le timer pour l'atteindre. Donc, comme il ne se fait pas atteindre très souvent, il n'a pas besoin de te toucher 50 fois pour gagner le round. Donc, il peut gagner son round, il peut gagner des rounds uniquement avec son jab. C'est ce qu'il fait bien souvent. Quand il ajoute la droite derrière, ça peut faire des dégâts parce il a quand même une bonne puissance avec cette droite. Mais c'est vrai que ça n'a pas été sa plus belle performance, mais c'est quand même, moi j'aime beaucoup cette boxe parce que
C'est une boxe qui est intelligente et qui va faire en sorte que il va durer, il va avoir une carrière qui peut être très longue parce qu'il prend très peu de dégâts, il encaisse peu de coups dans ses combats et quand il est à distance, en plus, il les bloque bien. Mais on a pu voir dans ce combat-là la différence de gabarit avec Richards qui était bien plus grand et large, plus costaud et je pense que Bivol peut facilement faire le poids à 168 chez les super moyens ou tu l'as nommé avant, il y a un certain Canelo Alvarez. Il y a aussi d'autres combats intéressants et à 175, je pense que à part Beterbiev, il y a plus grand chose d'intéressant pour lui parce que les autres, il les a battus, les Joe Smith, les Jean Pascal. Hem, donc je pense que son avenir est dans la catégorie inférieure et il aura pas tant de mal que ça à descendre parce qu'il a une carrure qui correspond au super moyen et c'est un boxeur qui peut poser beaucoup de problèmes à peu près tout le monde, même à Canelo Alvarez parce qu'il a cette défense très, très efficace et ce style qui est compliqué à décrypter et à gérer parce que eh ben, il faut que tu sois économe dans tes coups, parce que sinon tu vas te faire contrer, mais il faut que tu sois très, très précis dans ces coups-là pour pouvoir remporter le round, donc c'est compliqué de manœuvrer, Bivol et c'est pour ça qu'il va avoir du mal à décrocher des grands combats également. Un petit mot en terminant sur l'action des dernières semaines, c'est Edgar Berlanga. La Mmh. séquence de victoire par Ouais. knockout au premier round est terminée et la séquence de victoire par knockout tout simplement est terminée. Pourtant, on Mmh. s'attendait à ce qu'il démolisse Damon Nicholson. Bon, peut-être pas au premier round, mais on se disait il va l'emporter avant la limite. Et au contraire, Berlanga s'est rendu au bout des 8 rounds et j'ai trouvé que pour la première fois qu'il y a eu un long combat, ça n'a pas été si impressionnant. Notamment, la chose la plus simple à voir, c'est les carences défensives incroyables. Ouais. C'est beaucoup fait atteindre pendant ce combat. Et là, on se dit, moindrement contre un boxeur qui possède de bonnes qualités, un boxeur de niveau, là, qu'on pourrait dire, nord-américain supérieur, je ne donne pas nécessairement cher de sa... Mmh. C'est le problème des cogneurs et que ce combat-là aille en 8 rounds, en décision, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver, à Berlanga parce que c'est une prise de conscience, si tu veux. Il faut à un moment donné que tu rencontres un boxeur qui est capable de prendre tes coups et que tu comprennes que tu vas pas passer le KO à tout le monde. C'est et qu'il soit forcé à travailler pendant 8 rounds. Il voit ce que ça prend au niveau physique parce qu'il y a eu de la fatigue aussi. Même s'il a bien terminé le combat, il y a eu un creux, au niveau physique, au niveau du cardio et c'est vrai qu'au niveau technique, il y a beaucoup de choses à travailler, mais quand tu mets tes adversaires KO au premier round, ça se voit pas parce qu'ils ont pas le temps de t'atteindre. Mais c'est vrai que c'est pas le boxeur le plus technique. Par contre, il risque de donner des bons combats parce qu'il prend des coups, mais il en donne beaucoup aussi, donc ça fait des combats spectaculaires. Mais c'est vrai qu'il y a encore du travail, au niveau technique de son côté. Mais je pense que ce genre de combat où tu vas au bout, où il se passe pas comme tout le monde l'attend, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver parce que ça va le forcer maintenant à redoubler d'ardeur au gymnase et à gommer ses défauts, défensifs. Et peut-être, avant de passer au menu des combats qui nous attendent, un petit mot là, sur Emmanuel Navarrete qui, on se demandait, hein, son Ouais. premier combat chez les poids plumes, ça n'avait pas nécessairement été super convaincant. Il affrontait Christopher Diaz. Ça a été une performance là, axée sur l'attaque de Navarrete. Il a arrêté son adversaire Ouais. là, il restait 11 secondes à faire au combat Mmh. et fini par obtenir là, cette victoire avant la limite. Ouais, mais Diaz, je suis un petit peu triste pour Diaz qui a montré énormément de courage dans ce combat et qui a pas pu aller jusqu'au bout à quelques secondes près. Mais écoute, c'était la bonne chose à faire de l'arrêter parce qu'il a pris énormément de coups dans ce combat et des coups de Navarrete, on le sait, c'est des coups puissants. Il est allé, 3 ou 4 fois au tapis, Diaz, avec notamment 2 uppercuts de la main avant. Il les lance d'une manière complètement improbable, Navarrete. Je pense son uppercut, il part du genou. Il part du genou pour remonter jusqu'au menton de l'adversaire. C'est impressionnant sa manière, complètement unique de lancer les coups et avec sa puissance, ça a été un dur combat pour Diaz, mais à chaque fois, il s'est relevé. Il a été courageux. Il est retourné au combat à chaque fois.
chapeau à Diaz, mais Navarrete était juste trop fort dans ce combat-là et on peut voir maintenant qu'il doit se sentir un peu plus, à l'aise dans cette catégorie. C'est souvent le cas quand on fait un premier combat dans une nouvelle catégorie, on n'a pas encore vraiment assimilé le poids. Là, j'ai l'impression que c'est Navarrete, c'est maintenant un vrai poids plume donc il va être un problème pour tout le monde à cause de son style et à cause de sa puissance et il donne toujours des combats intéressants Navarrete donc on va continuer à le suivre, il va devenir une des plus grandes attractions de ces petites catégories, autour des poids coqs, poids plumes. C'est un boxeur qui est très, très intéressant à suivre et à chaque fois qu'il monte on s'ennuie jamais avec lui donc j'ai bien hâte de voir son prochain combat. Un menu assez, complet encore une fois au cours, des prochaines semaines. Ça commence, vendredi le Ouais. 7 mai sur les ondes d'ESPN. C'est Magomed, Kurbanov qui affronte Liam Smith. C'est un combat pour le titre vacant des poids super mi-moyens de la WBO. Dans les faits, Smith, il va tenter de reconquérir la ceinture qu'il a déjà possédée, pendant près, d'une année, d'octobre 2015 à septembre 2016. Il avait perdu sa ceinture aux mains d'un certain Canelo Alvarez. D'ailleurs, ces 2 défaites en carrière pour Liam Smith, c'est contre des boxeurs qui ne sont pas piqués des verres. J'ai évoqué Canelo, mais aussi Jamie Munguia. Smith, c'est un boxeur qui s'est beaucoup signalé dans les confrontations, je dirais, à saveur locale en Grande-Bretagne. A Mmh. battu Liam Williams, également Sam Eggington. Euh, Kourbanov, c'est pas le boxeur plus connu, sauf erreur, il n'est jamais sorti de Russie. Sauf Exact. qu'on sait à quel point il y a de bons boxeurs qui sont Mmh. sortis de là au cours des dernières années. Un affrontement qui pourrait être difficile pour notre ami Liam Smith. Ouais, Korbanov, c'est un petit peu dur à juger son niveau parce que tu l'as dit, ça a été tous des combats en Russie, contre, contre des adversaires de niveau national. Donc c'est un petit peu dur de voir, où le situer. Mais, on sait le programme, de boxe amateur en Russie est très, 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 très bien développé. Ils sont capables de sortir des boxeurs de grand talent. Donc j'ai pas de doute sur, sur Korbanov et du côté de Liam Smith, on connaît ses qualités. C'est pas forcément un cogneur, mais c'est un gars qui a beaucoup de cœur et qui a quand même une bonne technique, un bon jab, des bons fondamentaux. Mais par contre, il commence à avoir beaucoup de millage. Il est un petit peu usé, il a eu quelques guerres dans sa carrière, quelques combats. Tu as nommé les 2 plus durs, ceux contre Canelo et Munguia, où il a quand même encaissé beaucoup de coups. Donc c'est aussi de voir à quel point il lui en reste dans le réservoir à Liam Smith. Mais je pense qu'il a les qualités, et l'expérience aussi pour avoir le dessus dans ce combat-là, mais il est en Russie, à l'extérieur. C'est pas le boxeur local, c'est le boxeur qui est un petit peu vieillissant face à un boxeur plus jeune donc il est dans un ballottage défavorable, on va dire, mais il a les qualités pour l'emporter et il a aussi un autre atout, c'est que dans son coin, il va avoir un certain Ross Amber comme, cutman et ça, c'est un avantage qui est jamais négligeable. Et oui, Russ qui était partie prenante de plusieurs combats, Ouais, il notamment était la fin de avec semaine Chisora. dernière. Mmh. Oui, tout à fait. Puis Michael Conlan également la Ouais. veille. Donc, un trajet Londres-Manchester en peu de temps pour aller être au cœur de Oui, c'est le l'action. lendemain, Donc ouais. là, c'est Donc, la grande affiche de la fin de semaine, c'est Canelo Alvarez qui affronte Eh Billy oui. Joe Saunders. C'est à compter de 20h sur DAZN le samedi 8 mai. Canelo, lui, a déjà, disons, établi son plan de match pour l'année en cours, hein. Il veut disputer 4 combats. Là, ce sera son deuxième après avoir battu Avni Yildirim en février. Et il affronte l'enfant terrible de la boxe britannique dans un combat d'unification WBC, WBA et oui, BO des poids super moyens. Je dois t'avouer, j'étais très excité au moment de l'annonce en me disant hey, ça va être un super combat. Hein? Canelo qui est bon, on a pu à faire ses preuves. Hein? C'est le boxeur le plus Mmh mh. populaire de la planète. Mais on dit on veut des combats, là, pas comme contre Yildirim. Là. On veut de la vraie opposition. Sanders, c'est un technicien et tout. Puis Adrien, je dois t'avouer, là, on était à quoi, une semaine, là, moins d'une semaine du combat. Puis à un moment donné, j'ai entendu raison, là, j'ai entendu la voix divine. Là.
je crois pas que ça va être un combat si compétitif que ça. Là, déjà, on a de la controverse, de la grandeur du ring. J'ai l'impression. Puis là tu te remets dans le bain, tu lis sur les boxeurs et tout. Puis, fondamentalement, c'est deux boxeurs qui ont aussi des problèmes avec le dopage. Là. On doit le parler. Ouais. On doit en parler absolument. Hein. Ils C'est ont comme tous le les son, deux on oublie. été Hein. On ne contrôlés fait pas positifs. de Mhm. code de ça. Puis on tourne la page. Ah, c'est le boxeur le plus populaire. Puis là, on est enthousiaste parce qu'on va remplir un stade de football. Que c'est comme un signe là, que la vie normale reprend son cours. Mais point de vue compétitif, est-ce que j'ai raison là, d'être un peu défaitiste, on dirait? Ou au contraire, tu t'attends à un jeu d'échecs comme je dirais Ben, sur papier, on sait. ouais, j'ai été un peu comme toi au début, j'étais très content de voir l'annonce de ce combat, mais c'était surtout en raison du style de Billy Joe Saunders. Et on a parlé un petit peu plus tôt de plusieurs boxeurs qui étaient un peu rouillés après la pandémie. Ça risque d'arriver aussi à Saunders, qui d'ailleurs est reconnu pour pas être le plus sérieux en dehors du ring. Donc, à voir dans quelle forme physique il va arriver. Bon, je pense qu'il va être bien préparé parce que c'est le combat de sa vie, c'est le combat le plus payant. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas dans une condition physique impeccable, mais on ne sait jamais avec lui. Il est assez imprévisible dans sa mentalité, dans son caractère. Mais au niveau de ses qualités de boxe, il a des qualités qui peuvent embêter Canelo. Je ne pense pas qu'il a des qualités pour le battre, mais pour lui donner de la difficulté. Et c'est notamment grâce à sa défense et ses déplacements. C'est un gars qui se déplace beaucoup, on l'a vu, on l'a très bien vu. Le meilleur exemple, c'était contre David Lemieux. C'est quelqu'un qui est dur à atteindre parce que il a ses déplacements, ses esquives qui le rendent un peu insaisissable. Sauf que Canelo en a vu d'autres et que face à un gars qui se déplace comme lui, il coupe très très bien le ring. Il travaille très très bien au corps, Canelo, avec les deux mains. Donc je pense il va user Saunders, il va le fatiguer au corps, il va lui couper les jambes et quand Saunders va être une cible moins mobile, là ça risque d'être beaucoup plus dur pour lui parce que Canelo frappe fort et très précis, a tout un arsenal de coups. C'est un des boxeurs les plus complets, si c'est pas le plus complet en ce moment dans la boxe. Donc ça risque de devenir compliqué en fin de combat, à mon avis, pour Saunders. Peut-être qu'au début, il pourra embêter Canelo quand il sera encore frais physiquement. Mais je pense que plus le combat va avancer, plus Canelo va prendre le dessus. Et ça risque d'être plus compliqué à la fin pour Billy Joe Saunders. J'évoquais un peu plus tôt là, une controverse au chapitre de la grandeur du ring. J'ai pas vu l'information, le nombre de pieds qui était inscrit dans le contrat, parce que c'est un peu ça qui va faire foi de tout. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'au départ, Matchroom, euh, qui chapeaute un peu maintenant la carrière de Canelo, qui chapeaute, partenaire plus qu'autre chose, là, je devrais dire. Euh, le clan Sanders dit leur première offre, ça a été un 18 pieds par 18 pieds. Je suis allé regarder dans les règlements de la WBO parce que c'est de cette association que Sanders est champion. On dit que les combats de championnat du monde peuvent être dans un ring qui est de 18 par 18 jusqu'à un maximum de 24 par 24. On dit la première offre c'était 18, la deuxième c'est 20, et là c'est le père de Billy Joe Sanders. Il a dit nous, on n'accepte pas un combat minimum de 22 par 22. Il faut savoir, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on a eu ce genre de controverse-là au fil des ans. On les a vécues au Québec. Hein, on se souvient, David Lemieux, quand il avait affronté à Sam Dam, on avait été dans un ring de 16 par 16 parce qu'il n'y avait pas de Mhm. télévision associée. Parce que quand HBO présentait des combats de boxe, c'était 20 par 20. On avait jugé que pour le Ouais. spectacle, c'était la grandeur idéale. Mais on comprend Sanders, s'il pouvait avoir un ring à grandeur illimitée, il le prendrait parce que c'est ça son plan de match, c'est se déplacer et de se sauver. Canelo, lui, dit ben, a eu l'occasion de participer à un balado, puis dans le fond, ce qu'il dit, c'est regardez, là, ils font juste chercher des excuses, ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans les entrevues que Canelo a données au cours des dernières semaines pour faire la promotion de ce combat-là, il disait qu'il avait énormément changé, puis dans sa tête, s'il avait d'affronter Floyd Mayweather, bon, on sait, Mayweather a gagné en âge et
veux pas, à un moment donné, ça finit par rattraper tout athlète, mais il dit: «J'étais pas du tout le même genre de personne. Quand je l'ai affronté, c'était tôt dans ma carrière, je voulais démolir mon adversaire. Maintenant, ben, je prends l'éléphant là, morceau par morceau, puis je cherche à gagner les rounds, puis à gagner ma vitesse de croisière au fur et à mesure que le temps passe. Je cherche pas à démolir mes adversaires d'un coup de poing, je veux les faire craquer, hein. C'est une technique qui est utilisée, beaucoup par Mmh. les boxeurs russes, hein, qui on le voit notamment avec, Arthur Beterbiev. C'est jamais des knockouts là qui sont, excessivement spectaculaires, mais à un moment donné, pouf, l'adversaire finit par craquer et Canelo est un peu dans cette mentalité-là. Est-ce que tu es d'accord, qu'un boxeur là de la trempe, tu sais, je pense, des noms là qui me viennent instinctivement en tête, là, on les ramène au sommet de leur carrière, mais est-ce que des gars comme André Ward ou encore Floyd Mayweather seraient véritablement en danger contre le nouveau Canelo? Je pense que oui, les 2. Déjà, Mayweather par son âge et aussi, parce que Canelo a pris beaucoup de poids depuis. Mayweather était monté chez les 154 pour ce combat, alors que Canelo était encore jeune, donc il pouvait faire ce poids-là. Mais maintenant qu'il est chez les super moyens, qu'il aurait à mon avis un peu de mal à faire le poids chez les moyens, je vois pas Mayweather, se battre contre lui et en plus, Canelo s'est nettement amélioré depuis ce temps-là. C'était déjà un bon boxeur avec des qualités de puissance, des qualités techniques, mais là, avec toute cette expérience, il a beaucoup affiné, sa technique, surtout sa défense, qui était pas son point fort avant et maintenant c'est devenu un très bon boxeur défensif. Au niveau de l'attaque aussi, c'est plus varié et dans ce combat et c'est vrai ce qu'il disait, dans ce combat contre Mayweather, il a il a pas eu un bon plan de match. Il était pas forcément très bien préparé pour ce combat. Je parle pas physiquement, mais au niveau de la tactique, au niveau de l'approche mentale, c'était la première fois qu'il faisait un grand combat comme ça et j'ai trouvé qu'il avait fait une grosse erreur, c'était d'essayer de rivaliser techniquement avec, avec Mayweather. Il avait essayé de jabber avec lui, il avait essayé d'être un peu «cute» entre guillemets si tu veux, alors que le plan de match contre Mayweather, c'est de le bousculer et d'essayer de lui imposer un défi physique un peu comme, ce qu'avait fait Miguel Cotto ou ce qu'avait fait, Marcos Maidana. C'est ça la recette pour battre, Mayweather et ce qu'avait fait un peu plus tôt dans sa carrière, José Luis Castillo également. Mais c'est un peu ça la recette pour battre Mayweather et il était parti complètement ailleurs en essayant d'en faire un duel technique. Alors ça avait pas été, pour moi, c'était un problème, pas forcément dans le combat, bah, il s'était pas adapté, il faut dire qu'il était jeune, mais c'est surtout dans la préparation de ce combat, dans la tactique, dans le plan de match que ça avait, qu'on avait pêché, du côté de l'équipe de Canelo et si ce combat-là était refait aujourd'hui avec le Mayweather de l'époque et le Canelo d'aujourd'hui, je pense qu'on aurait un combat bien différent parce que Canelo aurait une bien meilleure approche de ce combat-là et par contre, à André Ward, ça pourrait être pas mal, mais ça fait déjà quelques années qu'il est à la retraite. Je ne sais pas à quel point il s'entraîne, il se tient en forme, parce que c'est compliqué de garder le timing quand tu es loin du ring pendant quelques années. Tu plus les mêmes réflexes, t'as plus même si tu as encore la technique, les mouvements sont les mêmes, au niveau de l'attention, du coup d'œil, des réflexes, c'est plus la même chose donc c'est à ce niveau-là que ça pourrait être compliqué pour André Ward. Par contre, ça serait un si c'est un André Ward similaire à celui qui a pris sa retraite, ça serait un bon combat parce que Ward a une très bonne défense et un bon contreur, donc pourrait poser des problèmes de ce côté-là à Canelo et en plus est plus costaud physiquement, donc ça pourrait être une avenue et ça pourrait intéresser André Ward parce que le chèque de paye, serait très, très élevé. Moi, j'évoquais ces noms-là parce qu'en moment, sur la scène internationale, je vois pas nécessairement de boxeurs qui s'approchent du niveau, où André Ward était, Mmh. notamment quand il a affronté, Sergey Kovalev ou, Mayweather là, c'est évident que se ne battra plus jamais dans un combat d'envergure là de 12 rounds contre un adversaire qui est au sommet de la pyramide. On le voit, va se battre contre, Logan Paul, le 6 Et juin faire autant prochain. d'argent C'est ça, et faire ben, autant d'argent, c'est donc il a compris. il a Tu sais, aucune raison. Ouais. finalement, c'est ça. On parle beaucoup là, de la suite pour Canelo. C'est ce qui me confirme encore davantage qu'on pas qu'on prend pas Sanders au sérieux, mais tu sais, déjà, on parle beaucoup
la suite des choses. Puis ça, on le fait quand on Mmh. sent que l'engouement est un peu, disons, incertain pour un combat et l'adversaire qui est sur toutes les lèvres, ben, c'est Caleb Plant parce que, bon, Canelo dit qu'il veut être veut toutes les ceintures de la catégorie. Ce qui est intéressant, bon, mentionner les noms de Jamel Charlo, David Benavidez, qui reviennent régulièrement, mais Demetrius Andrade est hors de question. Et l'excuse, c'est ben, qu'est-ce qu'il a accompli dans sa carrière, Andrade? Donc, quand je lis le sous-texte, c'est qu'on on veut l'éviter. On se trouve une excuse Ouais. pour ne pas avoir un combat contre un boxeur qui peut amener l'action là, dans une zone très ennuyeuse. S'il y en a un qui est capable, c'est lui. Et pas de David Lemieux non plus. Ouais, ben, ça, il s'est, David Lemieux, quand il a pas fait le poids en sous-carte, je pense que ça a vraiment, détruit ses Ah, chances ça a scellé d'affronter Canelo, l'issue. c'est dommage. Ouais, mais c'est vrai qu'Andrade serait un problème parce qu'il a des qualités similaires à celles de Billy Joe Saunders. Par contre, je pense qu'il est à un niveau encore supérieur à celui de Saunders et il pourrait, à mon avis, embêter Canelo, peut-être pas le battre, mais il serait un sacré problème pour Canelo et Caleb Plant aussi, ça m'intéresse pas mal parce que c'est un boxeur qui a des qualités, assez similaires à celles de Bivol. Au niveau du style, c'est un gars qui a un très bon jab. Par contre, il est un peu plus offensif que Bivol, mais il a cette capacité aussi à bien gérer la distance, à avoir un bon jeu de pied et à ressortir, juste assez pour pas se faire atteindre. Donc, c'est un combat qui m'intéresse aussi celui-là parce que plus que celui, contre Callum Smith avant, parce que Plant a des qualités qui pourraient déranger, Canelo. Par contre, il a peut-être pas la force de frappe pour, heu, pour faire réfléchir et reculer Canelo. Donc à chaque fois, on parle de boxeurs qui peuvent embêter Canelo, mais pas forcément peuvent battre Canelo. Donc, c'est un petit peu là où il est rendu, mais aucun boxeur n'est infaillible et il suffit parfois d'un seul coup bien placé pour renverser un combat. Donc on sait jamais, surtout avec des boxeurs de très haut niveau comme ça. Mais Canelo paraît un peu, il a une armure assez épaisse en ce moment, donc il paraît un peu invulnérable. Ouais, tout à fait. L'action se poursuit la fin de semaine suivante. Ça commence le vendredi 14 mai sur l'UFC Fight Pass. C'est Heather Hardy qui affronte Jessica Camara. C'est une super combattante. Hardy, pourquoi je dis super combattante? Ben, c'est parce qu'elle mène de front une carrière en boxe professionnelle et en arts martiaux mixtes du côté de Bellator. Mais à la Mmh. différence d'un Bo Jackson ou d'un Deion Sanders, c'est pas nécessairement couronné de succès dans les deux sports. Il y a eu des défaites à son dernier combat tant en boxe qu'en arts martiaux mixtes. Je sais qu'Adrien, c'est pas un secret, hein, tu suis beaucoup cette scène-là. Est-ce que. Puis Mmh. on a eu des entrevues, je pense à Yoni Sherbatov ici, qui avait fait des combats de boxe parce que, bon, en arts martiaux mixtes, il n'y avait pas des opportunités qui s'offraient à lui. Puis il y a souvent, et on l'explique au balado, la difficulté pour le cerveau là, on n'appuie pas sur un bouton, OK, je fais des arts martiaux mixtes, je fais de la boxe. C'est des Mmh. réflexes, c'est des répétitions et des fois, là, ça vient que c'est très, très complexe. Donc, est-ce que tu t'attends à parce que c'est un combat contre une boxeuse qu'on connaît bien, là. Jessica Camara, d'ailleurs, était Ouais. censée affronter Marie-Pierre Roule, mais bon, la chance de se battre contre une athlète comme Heather Hardy sur une plateforme comme Fight Pass, ben, on aurait probablement fait le même choix. On va où Ouais. l'argent est, là, surtout dans les circonstances qu'on vit actuellement. Est-ce que Hardy, c'est très impressionnant là, comme ça de mener deux sports comme ça au haut niveau, mais est-ce que tu crois en ses Mmh. chances de succès? Parce qu'elle a été championne du monde en boxe professionnelle, là. Oui, et Hardy a été un gros nom de la boxe féminine, une des grandes attractions et elle est allée, à mon avis, du côté de Bellator parce que dans les arts martiaux mixtes, parce que le chèque de paye était plus intéressant. Elle a sa carrière d'arts martiaux mixtes, elle a 4 combats, 2 victoires, 2 défaites, donc c'est moins impressionnant que sa carrière de boxeuse où, bon, tu l'as dit, elle a perdu son dernier combat, mais c'était sa seule défaite en carrière et c'est une défaite contre Amanda Serrano qui est une des meilleures boxeuses au monde, qui est, une de mes boxeuses préférées, qui à mon avis est celle qui pourrait battre Kat Taylor, qui a les qualités en tout cas pour le faire. Elle est vraiment, elle a été championne du monde dans 7 catégories différentes, Amanda Serrano et elle fait le yo-yo entre toutes ces catégories, c'est impressionnant.
pour revenir à Ever Hardy, donc en menant ces 2 carrières, elle s'est aussi, un petit peu, comment dire? Elle a réduit ses chances de succès parce que comme tu l'as dit, c'est 2 sports différents donc ton cerveau est un petit peu, a des messages différents et aussi elle a encaissé beaucoup de coups dans ses 2 défaites dans le Bellator. Elle a pris des bonnes raclées quand même. Donc, elle est un peu usée, elle est fin trentaine, je pense qu'elle a 39 ans si je ne me trompe pas. Donc c'est une très belle opportunité pour Jessica Camara parce que Hardy est aussi une boxeuse de l'ancienne génération, hem, moins technique, un petit peu comme on disait avec les adversaires qu'avait eu Marie-Ève Marie-Ève Dicker, Dicker. les Suédoises comme, Melissa Lorraine et cetera. Ces boxeuses de l'ancienne génération sont un peu moins technique et beaucoup plus rugueuse, et c'est un peu le cas de Ever Hardy c'est une tough. Elle est capable d'en prendre des coups, elle est aussi capable d'en donner. Donc il va falloir à mon avis que Jessica Camara évite la bagarre avec elle, mais elle a toutes les armes pour pouvoir l'emporter, surtout que ça remonte déjà à 2019 ce combat entre Hardy et Serrano. Donc ça fait longtemps que Hardy n'est pas monté dans un ring. Et c'est, à mon avis, une opportunité en or pour Jessica Camara d'accrocher un gros nom à son palmarès, et ensuite de pouvoir faire mousser cette victoire-là pour obtenir d'autres combats payants. Je pense qu'elle a les armes pour battre Ever Hardy, mais il va falloir qu'elle évite de se faire amener dans une bagarre parce que c'est là où Hardy, excelle. Quand ça devient dur et que ça devient une question de cœur, de courage, Hardy est très bonne là-dedans, donc il faudra faire attention à ça et garder le combat plus comme un duel technique que comme un duel de volonté. Et dernier événement sur notre radar, c'est un événement qui va être présenté ici au Québec samedi 15 mai sur la plateforme Punching Grace. C'est Steve Claggett qui affronte Mathieu Germain. Ils se retrouvent un peu plus de 2 ans après leur verdict nul majoritaire. Ouais, Dans de drôles de circonstances, je dirais, parce qu'il y a énormément d'eau qui a coulé sous les ponts. Là, Claggett se présente clairement comme le grand favori pour l'emporter. Ben, pourquoi? Parce que Germain, lui, on se souvient de son dernier combat en novembre, une défaite par arrêt de l'arbitre au 7e round contre ouais, Yves Ulysse dur. Fils. C'était une deuxième défaite en 3 combats pour lui, hein. On se souvient, c'est sa première défaite, c'était fait arrêter par un gros coup au corps, là, je pense par Uriel Perez. Ouais, On va pas chercher d'excuses, hein. Mathieu Germain, c'est pas quelqu'un qui se défile. Chaque fois après ses défaites, là, des fois, on se dit: «Bon, ben, si le boxeur, a subi des dommages physiques importants», il vient toujours se présenter aux journalistes, il fait face à la musique. C'est très, très honorable de sa part de le faire. Chaque fois, il se défile pas. Il l'a pas fait contre Yves Ulysse, il a pas dit, qu'il était blessé ou n'importe quoi. Ce gars, j'ai pas à faire une bonne performance et je dois travailler. Mais est-ce qu'il y a encore de la boxe en lui pour, livrer des combats? Parce qu'on sait contre Steve Claggett, ça va être difficile. Ça, on le sait. S'il y a une certitude dans ce bas monde, c'est un combat contre ouais, Steve Claggett, c'est toujours énormément difficile. Il faut travailler parce que sinon, on sait que le dragon, ben, il travaille plus que toi. ouais. C'est ce qui l'amène, c'est jamais facile contre lui, contre Claggett, et il est sur une meilleure lancée, Claggett, tu l'as dit. Germain, ça va dépendre beaucoup de sa motivation, de là où il voit, sa place dans sa carrière, je veux dire. Est-ce qu'il se voit encore continuer plusieurs années? Est-ce qu'il a encore aussi faim qu'avant? C'est ce qui va, à mon avis, déterminer, ça va être très important dans ce combat parce qu'il va falloir qu'il soit motivé, qu'il ait envie d'échanger avec, Claggett, et il va falloir qu'il utilise ce jab qui est très bon, mais qu'il essaye de tenir Claggett à distance au maximum parce que Claggett va envoyer des coups, va continuer à avancer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt jusqu'à la fin du combat. Donc, ça, on a vu le premier combat, ça a fait un match nul, un combat nul, et ça avait été un combat avec énormément d'action. Donc je m'attends à peu près la même chose, au même genre de combat. Claggett, on sait ce qu'il va apporter. Germain, avec ses derniers combats, on est peut-être un peu moins sûr de ce qu'il va apporter parce que faut pas oublier que ces 2 défaites, elles ont été par KO, et ça, c'est parfois un peu plus difficile de s'en remettre, physiquement déjà, surtout ce KO contre Yves Ulysse, mais mentalement aussi il y a souvent un petit blocage quand tu enchaînes quelques défaites par KO, une perte de confiance.
un petit peu plus d'hésitation. Et contre Claggett, il va pas falloir qu'il hésite, il va falloir que, quand il voit une ouverture, il laisse ses mains aller et qu'il frappe en combinaison. C'est clairement pas facile un combat contre Steve Claggett, donc on souhaite le meilleur à Mathieu Germain, mais il va falloir qu'il arrive dans des bonnes conditions mentales, avec une bonne dose de confiance pour pouvoir rivaliser avec Claggett qui lui, la confiance il l'a, peu importe le combat, et il est confiant en ses moyens, il sait ce qu'il va faire et c'est toujours intéressant de voir ces combats de Claggett. Mais j'ai du mal à imaginer comment va se passer ce combat-là parce qu'il y a cet inconnu, du côté de Germain, qui a été un peu moins bien dans ses derniers combats et on ne sait pas trop à quel point il est rendu. C'est un événement dans lequel il y a 7 combats au total, notamment en action Sébastien Roy, Clovis Drolet, Alexandre Gaumont qui effectue ses débuts professionnels, Brioling, la nouvelle recrue Dia the Tiger, Ouais. Luis Santana et un affrontement à saveur résolument locale entre le professeur Kenny Victor Cherry et Mathieu Duguay. On a déjà commencé à amicalement se lancer un peu. La rivalité est bien lancée sur les médias sociaux. Assurément un des combats, même si c'est juste prévu pour 4 rounds, on s'attend à ce que ce soit un des affrontements les plus intéressants de la soirée. On voit beaucoup comme Sébastien Roy, chaque fois qu'il se déplaçait pour se battre à Québec, il y avait toujours un contingent d'amateurs de la région de Thetford Mines. Je pense que c'est ça moi, qui me manque Ouais. le plus, Adrien, des galas, c'est sentir là, c'est tous les athlètes là, qui proviennent de diverses régions du Québec qui ont un support intéressant. Ça met de l'ambiance. Et bon, là, ça va être probablement une des salles là, de l'hôtel Hilton à Québec. Mmh. Clairement, on ne retrouvera pas l'ambiance que ce genre d'événement aurait dû générer, mais on sent enfin on arrive tranquillement mais sûrement au bout de la ligne et on va pouvoir revivre ce feeling-là plus tôt que tard. Oui, je suis déjà très content qu'il y ait un gala qui se passe au Québec, qu'on puisse représenter de la boxe au Québec. C'est vrai que c'est pas la même chose sans les spectateurs, mais c'est déjà un très bon premier pas, pour qu'on revienne à une situation normale et qu'on ait des galas comme on avait avant, plusieurs galas par année et que nos boxeurs locaux puissent continuer à se développer, c'est toujours très important. Donc non, c'est une chose très, très positive qu'on puisse présenter un gala au Québec. Pour le public, il va falloir attendre un petit peu, mais écoute, c'est comme ça partout. Il faut prendre son mal en patience et ça je pense qu'avec la vaccination qui s'accélère là, ça va pas tarder. On va pouvoir, retrouver des spectateurs dans les événements sportifs et notamment en boxe et c'est ce qui fait le cœur du sport, c'est ce qui fait l'intérêt du sport, c'est qu'il y a toute cette effervescence autour et ça me manque beaucoup, mais écoute, je pense qu'on va pas tarder à retrouver tout ce public qui met une ambiance qui est indispensable au sport à mon avis. Rien, c'est ce qui fait le tour complet de l'actualité. Bien, comme à l'habitude, hein, on invite les gens à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application iHeart Radio pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé. Donc, au nom de Luc Dansereau à la production, Félix Payet à la mise en onde et Adrien Meur, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt. Ciao.